Alors, je vais commencer par me présenter parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui me connaissez pas. Je suis Chantal Beaumont, je suis native de Québec, j'habite en Beauce depuis 2008. J'ai rencontré mon amour sur Internet. Ça fait 17 ans que je vis un amour incroyable avec un homme extraordinaire. Donc, je suis en Beauce. Mon local pour mes consultations privées est à Charny. D'ailleurs, le repère vibratoire déménage et ouvre ses portes le 1er avril prochain. Le repère qui va permettre à moi de faire mes rencontres de consultation privée, à faire des rencontres sur des bases régulières, que ce soit le Néo Aquavibe, que ce soit des conférences, que ce soit des tables de rencontres, de discussion pour l'hypersensibilité, l'émergence des dons, la démystification de la conscience quantique et tout ça. Donc, le repère vibratoire est situé à Charny. Alors, au niveau de me présenter moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis guide, conférencière et auteure en authenticité et en libération émotionnelle. Donc, auteure du livre Confetti ta vie, fait de ton présent une fête. Donc, pour vraiment comprendre la majorité. Donc, c'est un livre vraiment d'initiation pour ceux de débutants à intermédiaires, je dirais. Donc, c'est vraiment pour éveiller la conscience, puis comprendre un petit peu le concept de l'ego et tout ça. C'est ce que j'ai mis dans mon livre. Je suis accompagnatrice en éveil de conscience quantique et ouverture au divin interne. Je suis canalisatrice et inductrice d'amour inconditionnel. Je suis démystificatrice en hypersensibilité et en émergence des dons. Donc, étant donné que je fais de la canalisation, je peux aider à ceux qui découvrent leur potentiel à mieux comprendre leurs aptitudes et savoir quoi faire avec. J'ai déjà soif. Ensuite de ça, je suis fondatrice des partenaires en santé mieux-être et de la plateforme web que je propulse par mes aptitudes en Google Ads ou donc les praticiens en mieux-être. Cette plateforme-là vise à nous faire connaître, donc à faire connaître à ceux qui n'ont aucune idée que ça existe, qu'il y a des ressources alternatives au système de santé traditionnel. Eh bien, de cette façon-là, les gens vont connaître. Donc, s'ils ne savent pas comment on peut les aider, eux, en cherchant dépression, stress, anxiété, ils vont arriver sur la plateforme et ils vont découvrir qu'il y a autre chose que les pilules pour leur venir en aide. Donc, c'est pour ça que j'ai mis sur pied cette plateforme-là. Et donc, pour aider les praticiens à émerger en force, eh bien, je suis formatrice en marketing quantique dédiée aux entrepreneurs mieux-être. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est de la démystification parce que je fais de l'éducation physico-émotionnelle. Alors, je retarde pas plus longtemps au niveau de la conférence. Donc, je commence dès maintenant. Donc, on va parler des types de peur. Donc, comment vivre la peur sans s'empêcher de vivre? Parce que c'est vraiment ce qui est irritant au niveau de la peur, parce que on y croit, on le sent, c'est vrai dans notre corps et on s'empêche d'avancer, on oriente nos choix en fonction de nos peurs, on s'empêche de vivre, on s'empêche de fonctionner. On se brime autant dans nos relations que dans notre emploi, que dans notre vie sociale, que dans notre vie familiale, même avec nos proches, nos enfants. Donc, la peur de blesser, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être maladroit, fait qu'on va se brimer dans toutes nos actions. Et bien sûr, dans plusieurs de nos pensées vont être bloquées dans l'œuf, comme on dit, et on va s'empêcher d'être soi-même à cause de peur. Donc, on va premièrement, regarder les différents types de peur. Donc, j'en ai répertorié. Donc, j'ai regroupé les principaux types de peur. Donc, là, on va les regarder. Puis après ça, je vais pouvoir vraiment vous dire, c'est quoi une peur? On va regarder les fondations d'une peur et à la fin, bien sûr, comment vivre une peur sainement. Donc, c'est vraiment mon objectif. C'est pas pour vous dire que la peur existe. Je pense que tout le monde le sait. Par contre, de conscientiser comment est-ce qu'on vit ça dans l'inconscience, une peur, et comment on peut vivre ça dans la conscience, eh bien, c'est là qui est le réel pas qu'on peut faire. Donc, les peurs innées, premièrement, donc c'est les peurs innées, c'est les peurs associées au corps. Donc,
la peur, par exemple, de manquer d'air, de mourir, de tomber. Donc, on parle de survie du corps et c'est les premières peurs auxquelles on est confronté quand on vient au monde. Donc, il n'y a personne qui nous enseigne ça, il n'y a personne qui nous inculque ça, ça vient tout seul parce que lorsqu'on s'incarne, on est totalement impuissant, on est totalement dépendant physiquement et bien sûr, euh, on, on, on adopte des réflexes associés tout dépendant comment on va vivre, si on va être confronté à ces insécurités-là, de manque d'air, de manque de mourir, de manque de tomber et tout ça. Donc, ça, c'est ce que j'appelle une peur innée. Et il y a des réflexes innés qui vont venir avec ça. On va y revenir plus tard. La peur réflexe. Donc, quand on parle de peur réflexe, je te donne un exemple comme, mettons, la peur des bébites. Donc, c'est souvent une peur qui est acquise suite à, on a fait un saut. OK? Donc, je suis sûre qu'il y a très, très, très peu de gens. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous. Là, je vois que ça continue d'augmenter. Donc, bienvenue à ceux qui se joignent à nous. Donc, une peur réflexe, c'est que il y a personne vraiment qui a prévu voir une araignée pour la première fois, qui a prévu voir un mille pattes pour la première fois. Euh, euh, c'est rare qu'on prévoit voir un perce-oreille aussi. Donc, ça, c'est toutes mes bébés préférés que j'ai eu, mes réflexes, mes peurs réflexes, les premières peurs réflexes que j'ai eues ont été à l'issue de bébites. Puis je pense que je suis pas la seule d'avoir vécu ça. Donc, ça, ce qui se produit, c'est que la première fois que ça arrive, on fait un saut. OK? Et le saut qu'on fait, ça peut être de secouer parce que la bébête était sur nous, ça peut être le fait de la voir, puis on se sauve, on se contracte. Et si on remet jamais ce réflexe-là en question, on va le garder toute notre vie et on va définir notre identité ou notre personnalité à partir de ce réflexe-là de j'ai peur, donc je suis la peur et j'ai peur des bébites. Donc, ça peut être aussi subtil que ça, la naissance de peur. Donc, moi, c'est ce que j'appelle une peur réflexe. Donc, on a fait un saut une première fois et on n'a jamais remis en question qu'on pouvait réagir autrement. Donc, c'est un petit peu des peurs qui sont acquises de manière inconsciente parce que on a déduit que c'était de même que ça se voyait une bébite. Donc, là, j'ai nommé les bébites, mais on s'entend qu'on peut faire des sauts sur différents phénomènes et c'est ce que j'appelle des peurs réflexes, c'est qu'on n'a pas remis en question notre façon d'avoir peur. Maintenant, il y a des peurs acquises. Je vais donner un exemple très, très simple et évident, mais tant qu'on ne l'a pas conscientisé, ben ça peut être moins évident. Un exemple de la peur de l'eau. La peur de l'eau, il y a bien des gens qui ont peur de l'eau puis qui savent même pas pourquoi. Ils n'ont jamais failli se noyer, ils sont jamais tombés à l'eau, il leur est jamais arrivé d'accident, peu importe par rapport à l'eau, ils n'ont jamais vu quelqu'un se noyer ou peu importe, mais ils ont peur de l'eau. Donc, d'où est-ce que ça peut venir? On s'entend qu'on est toujours en hypothétique, mais c'est le cas de bien des gens. C'est que lorsque une maman est maman, que ce soit pour la première fois ou la deuxième ou la troisième ou la cinquième fois, mais souvent pour la première fois, une maman taponner un bébé dans l'eau, là, je sais pas si vous avez déjà été maman, mais ça glisse. On a peur que d'échapper le bébé il gigote, on ne sait pas comment il va réagir, on est maman pour la première fois, on est insécure, et qu'est-ce que ça fait? C'est que là, je vous amène vers une conscience un peu plus corporelle, OK? Parce que la peur est avant tout une vibration, c'est une sensation corporelle. Et lorsque une maman vibre sur de l'insécurité, elle enseigne à son enfant à vibrer sur l'insécurité. On donne un exemple, mettons, on se ramène avec les animaux. OK? Qu'est-ce qui fait qu'un animal mettons, une proie, une gazelle, admettons, comment est-ce qu'elle va faire pour reconnaître son signal, le signal de ses parents versus le signal du prédateur? Bien, c'est sûr que c'est vibratoire. OK? La maman n'a pas dit, ben, un lion, ça a l'air de ça. Non, 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 non. Elle a dit, ressens ma fréquence. Ben, ça se fait tout
non verbalement, on s'entend, mais l'animal reconnaît la fréquence vibratoire de ses parents et comment elle va être capable de percevoir un prédateur à distance sans même le voir. Eh bien, c'est parce qu'elle va percevoir une fréquence différente à la sienne et elle va se dire, je suis en danger parce que je perçois un signal différent de maman et papa. Pour les enfants humains, c'est la même chose. OK? On ne nous a pas enseigné ça, on ne nous a pas éduqués avec ça. Par contre, c'est ça pareil. Donc, on est dès le berceau confronté à si tant que je perçois le signal de maman, je l'imite. OK? Donc, je suis confortable dans le signal qui est pareil comme celui de maman ou papa. OK? Donc, si maman, quand elle met le bébé dans l'eau, elle vibre sur la fréquence insécurité, peur. L'enfant ressent je ne suis pas en sécurité dans l'eau. Et il adopte la croyance je ne suis pas en sécurité dans l'eau. Étant donné que ça se fait en très bas âge, bien sûr, c'est un choix inconscient qui se fait et l'enfant va perpétuer cette croyance-là qui s'est faite inconsciemment, mais dans un état de survie, qu'on est tous dans la période de 0 à 7 ans. Donc, c'est ce que j'appelle une peur acquise. Maintenant, les peurs circonstancielles, c'est l'appréhension du futur à laquelle on choisit consciemment ou inconsciemment, bien sûr, de croire. Donc, c'est sûr que on, on a tendance à, euh, à imaginer une situation. Donc, on vit un état d'insécurité, on vit un état de peur. Et qu'est-ce qui nous met dans cet état de peur-là? Eh bien, c'est la circonstance et on appréhende le futur. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et on se dit que on continue le réflexe qu'on nous a enseigné. Enseigné par quoi? Par la télévision. Donc, on a développé un réflexe inné d'imaginer le pire. On était, depuis qu'on est petit, on écoutait, moi j'ai écouté, en tout cas, moi j'ai écouté Rémi, j'ai écouté Calimero, j'ai écouté des méthanes. Puis encore aujourd'hui, dans les films, dans les séries, on se dit, ah, il va arriver quelque chose de terrible. Le monsieur, il vit un amour extraordinaire au début du film. Qu'est-ce qui arrive? Sa femme meurt. Donc, on a développé une aptitude à appréhender le pire. Et ça, euh, si on prend le temps d'y penser, il n'y a pas plus de chances que le pire arrive que le mieux arrive. La seule façon que ça a le plus de chances d'arriver, c'est si on choisit d'y croire. Et c'est là que se joue toute la game. Donc, quand on parle de peur circonstancielle, qui est le même un petit peu phénomène que les peurs relationnelles, eh bien, c'est que on a, on a une inaptitude, donc on ne s'est pas entraîné à vivre au présent et à savourer ce qu'il y a d'extraordinaire maintenant. Et notre réflexe mental, stimulé par la télévision, la radio, les médias sociaux, ce qu'on a choisi de se souvenir de notre passé ou ce qu'on a choisi de remarquer de la vie, fait qu'on va créer un futur hypothétique et ce futur hypothétique-là va être créé dans la négativité, malheureusement. Ce qui va faire, qui va se réaliser, c'est qu'on va y croire. Et c'est là le piège. On va y revenir tantôt. Je vais terminer d'énumérer les types de peurs, puis on va revenir tantôt comment ça se vit une peur, puis comment ça prend vie de manière aussi puissante. Maintenant, quand on parle de peur émotionnelle, donc c'est vraiment suite à des expériences négatives. Donc, tout le monde connaît les 5 blessures de l'âme, donc l'injustice, l'abandon, le rejet, tous ces beaux cadeaux-là qui nous font découvrir l'amour. Eh bien, ces peurs émotionnelles-là sont issues de la peur que ça se reproduise. Donc, on l'a déjà vécu. Et une des plus
À cet âge, j'en ris, mais c'est clair que moi aussi, j'ai vécu les blessures d'abandon puis de rejet. Mais juste pour semer la graine de, sais-tu si tant pire que ça, une blessure émotionnelle, puis peut-être de t'amener dans une espèce de remise en question des blessures émotionnelles. Je te donne un exemple. Tu t'incarnes, tu es amour et lumière, et tu n'es pas vu ni en euh, tout à coup, il y a une maman et un papa qui posent ses yeux sur toi. Toi, tu as choisi de t'incarner pour faire la preuve que l'amour existe dans la matière. Est très puissante. Donc, tu as l'impression, as l'impression de pouvoir toucher à l'amour dans la matière, et bien sûr, c'est inconscient. Par contre, un jour, ou même quelques heures après être arrivé, tu te retrouves mis dans un berceau parce que maman, il faut qu'elle dorme, ou maman, il faut qu'elle aille faire pipi. Papa, il faut qu'il aille pipi. Et pouf, tu te fais déposer dans un berceau et bang, l'amour n'existe plus. Et tu vis ton premier sentiment d'abandon ou même de rejet, peu importe l'intensité avec laquelle tu vas le vivre. Donc, quand on parle de blessure émotionnelle, ça part d'aussi loin que ça. Et ce qui va faire que ces peurs-là d'être abandonné, d'être rejeté, vont perpétuer dans le temps, c'est que notre le ressenti corporel du manque d'amour est perpétué dans le temps parce que c'est là que tu te sens vivant, parce que c'est là que tu conscientises la différence. Donc, tu es rentré dans la matière et qu'est-ce qui se passe? J'ai du ressenti corporel. Et ça fait sentir vivant. On va y revenir tantôt. Donc, les blessures émotionnelles, dans le fond, ce n'est que la reproduction des blessures inconscientes qu'on a vécues, que ce soit dans la période intra-utérine ou dans le 0 à 7 ans, toutes les premières fois où on a ressenti le manque d'amour, ce manque d'amour-là qui est essentiel à vivre, à conscientiser qu'on est amour dans la matière et non plus non palpable dans l'invisible. On va y revenir encore tout à l'heure. Donc, maintenant, on va rentrer un petit peu plus concret, donc les choses qui se vivent au quotidien, donc les peurs existentielles. Pourquoi je les appelle les peurs existentielles? Eh bien, c'est les peurs associées au monde que l'on s'est créé ou aux identités que nous nous sommes données. OK? Par exemple, je suis malade. Donc, je suis tout le temps malade. Donc, moi, je suis une personne malade. J'ai tout le temps mal partout. Je suis douleur. Euh, les gens m'ont dit, j'ai souffert de peine d'amour, j'ai souffert de, je souffre de manque, donc je suis dépendante ou dépendant. Je suis stressée ou angoissée. Je suis un loser, je suis un peu heureux ou une peu heureuse. Donc, tout ça, ce sont des identités que soit les gens t'ont donné ou que tu t'es donné ou que tu as accepté de croire consciemment ou inconsciemment, on s'entend. Donc, c'est ce qui va faire, c'est ce que j'appelle des peurs existentielles. Donc, ce qui colle aux identités que tu t'es données, et ça, il peut en avoir plusieurs. C'est comme l'ensemble de l'œuvre, c'est une composition finalement d'identités qui va faire ce qu'on appelle la personnalité. Et euh, associé au monde que tu t'es créé. Donc, c'est comme un film. La vie, c'est comme un film. Donc, tu t'es attribué un rôle dans ton film. Ben, tu as créé un décor, tu as créé une scène, tu as créé un environnement à ton monde. Et bien sûr, ce rôle-là, c'est sûr que tu ne voudras pas en déroger parce que tu es en principe le héros ou l'héroïne. Mais ce qu'on remarque dans beaucoup de films, c'est qu'avant de devenir les héros, ils sont souvent les victimes.
Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui croient très fort à leur rôle de victime et qu'ils choisissent inconsciemment d'y rester. Pourquoi est-ce qu'on choisit de rester dans le rôle d'une victime? Eh bien, euh, ce que je, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est le piège de la peur? Eh bien, c'est un réflexe physique non apprivoisé. C'est la répétition d'une réaction. C'est un ressenti corporel. Mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial parce qu'il est tellement inconfortable. C'est pas le fun d'avoir peur. On se sent tout pogné, on se sent constipé, on a de la misère à respirer. Il y en a qui ont mal au ventre, il y en a qui ont mal aux jambes, il y en a qui ont mal aux mains. La peur se vit de façon très différente. Mais elle est très physique, là. C'est aussi concret qu'une table, là, la peur. Là. Donc, pourquoi est-ce qu'on reste pogné dedans? Eh bien, le plus grand des pièges de la peur, c'est que ça fait sentir vivant. Parce que toutes ces identités-là qu'on s'est collées, je suis malade, je suis douleur, je suis stressée, angoissée, toutes ces identités-là, le jour où ce que tu dis, ben, si j'ai plus mal partout, je vais être quoi? Si j'ai plus peur de tout, je vais être quoi? Si je suis plus stressée, angoissée, je vais être quoi? Parce que le ressenti corporel, autrement dit, il y a deux types de ressentis corporels. Il y a premièrement la peur de mourir qui va se vivre de différentes façons, donc qui va nourrir l'ego physique que j'appelle, et c'est des comportements associés à une identité. Mais il y a le manque d'amour aussi qui va nourrir un ego mental, émotionnel. Donc, ces peurs-là, viscérales, soit de mourir ou de manquer d'amour, vont influencer tous nos comportements, toutes nos pensées, tous nos gestes. Et bien sûr, souvent, on va refouler nos besoins, nos limites, tout ce qu'on est, parce qu'on a peur de mourir à l'identité qu'on a répandu. Parce que dans le fond, si je suis malade, puis je passe mon temps à parler de ma maladie, puis que tout le monde me connaisse, puis qu'ils viennent me voir pour que je parle de ma maladie, ben c'est comme si j'avais fait du marketing sur je suis malade et j'ai publié une identité aussi nocive puisse l'être. C'est ce que j'ai fait. Et demande à n'importe quelle compagnie changer d'image corporative, ben c'est sûr que c'est pas évident. Donc, c'est sûr que lorsque on guérit d'une maladie ou qu'on accepte de se libérer d'une identité, parce qu'on en a plusieurs inconsciemment, bien sûr, lorsqu'on choisit de laisser aller une identité, eh bien, on a l'impression qu'on va mourir. Et concrètement, pour un ego, c'est ce qui se produit. Donc, c'est pour ça, souvent en accompagnement, en consultation individuelle, j'ai des gens, ils ressortent, ils volent, sont heureux, ils n'ont jamais vécu, se sont jamais sentis aussi libres. Qu'est-ce qui arrive après? Fouf! Ils tombent dans un creux émotionnel. Pourquoi? Parce qu'ils sont en deuil de ce qu'ils étaient. Et là, on fait du travail ensemble pour vraiment, dans le fond, se donner une nouvelle identité. Parce que le mental, donc l'ego, qui est fondé sur le ressenti corporel, il n'est pas à éjecter, il n'est pas à taire, il est à écouter, il est à cajoler. Parce que elle lui donne sans cesse la conviction que l'amour n'existe pas et c'est ce qui lui permet de rester en vie. L'ego se construit précisément, précisément à partir du fait qu'il peut faire la preuve que l'amour n'existe pas. Parce que c'est ça qui est le paradoxe de l'amour, c'est que l'amour, est-ce que ça goûte quelque chose? L'amour, est-ce que ça se voit? L'amour, est-ce que ça a une odeur? L'amour, est-ce que ça s'entend? Est-ce que l'amour peut causer un ressenti corporel
qui va attirer notre attention aussi fort qu'un manque d'amour. Parce que quand on vit l'amour, on se bourre la face, on savoure l'amour, on, on, on s'en fout comment c'est arrivé, on s'en fout, c'est la faute à qui, on se fout de tout de l'amour. Par contre, quand on ne l'a plus, là, ça prend un coupable. Et souvent, on va accuser l'autre d'être parti avec notre amour. Comme si on pouvait nous kidnapper notre amour, l'emporter ailleurs, puis en faire autre chose. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait pendant que on se permettait de vivre l'amour? On a ouvert notre cœur. On a ouvert notre cœur et on s'est donné le droit d'être aimé. On a permis à quelqu'un d'entrer dans notre zone amour. On a accepté de partager un état de sérénité et de confiance face à la vie. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est senti bien, on s'est senti en confiance. Par contre, il y a eu une première fois ça, où on s'est bourré à face sans regarder. Et dès le jour où on a vécu notre première peine d'amour, ben, on a réouvert, toutes les fois d'après, on a réouvert à moitié, juste pour être sûr de ne pas se repéter la gueule aussi fort. Et on se demande, on a le sentiment, oh, me semble que je me sens pas vraiment proche avec lui, me semble que ça marche pas aussi bien, me semble que, mais c'est nous peur de l'amour, la peur de se noyer, c'est l'illusion de ne pas pouvoir y survivre, alors que c'est la seule chose qui va toujours survivre, c'est l'amour. Parce que dans le fond, ce qu'on est, c'est la conscience qui observe l'amour. Et lorsqu'on choisit d'observer l'amour dans son œuvre, euh, qu'on choisit de n'observer que l'amour, on peut vivre à l'intérieur de moi. Et je considère que j'ai le privilège d'avoir choisi de me rappeler que de son rire au lieu de focuser sur son absence aujourd'hui. J'ai le privilège d'avoir partagé ce rire-là qui était le plus vivant, alors que cette personne-là a toujours su qu'elle allait mourir jeune parce qu'elle avait une maladie de naissance, elle avait la fibrose cystique et elle savait qu'elle ne vivrait pas jusqu'à 100 ans. Mais c'était la personne la plus vivante que j'ai connue parce que lorsqu'elle riait, elle riait de tout son être. Elle s'étouffait, c'est sûr, parce qu'elle n'avait pas la force de rire, mais elle s'époumonait à rire. Elle était vivante. Et jamais elle s'est freinée. Elle faisait du skidoo, elle a même fait du parachute. Elle a vécu sa vie. Et pour moi, elle n'est plus là aujourd'hui, mais c'est encore et ça sera toujours une source d'inspiration incroyable parce qu'elle avait choisi de vivre sa mort. Elle avait choisi de vivre sa vie et elle a été là. Donc, pour moi, c'est une personne d'une richesse incroyable et je me dis que on a toujours le choix de ce sur quoi on attire notre attention et la peur, c'est juste ça. De choisir de se sentir vivant par un ressenti corporel ou de choisir de ressentir la paix, le calme dans un corps. Parce que ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que c'est souvent l'inconfort du manque qui rend quelque chose perceptible. Je vais le répéter pour ceux qui veulent le prendre en note. C'est l'inconfort du manque qui rend quelque chose perceptible. Parce que
lorsqu'on est né puis qu'on était amour et lumière, ça goûtait rien, ça sentait rien. Mais lorsqu'on a ressenti dépendant de notre personnalité et des réflexes issus de notre rôle existentiel, donc comme je disais tout à l'heure, du rôle qu'on s'est donné dans notre vie, eh bien, la personnalité, les réflexes vont faire de nous le metteur en scène de tous les scénarios et de toutes les peurs qu'on va choisir, de toutes les suspens ou les là, qui va aller qui va aller pousser la bébête curieuse qu'on est à, euh, à aller pousser cette curiosité-là au-delà. Et si on a les couilles d'aller au-delà, c'est là qu'on découvre un potentiel qu'on n'aurait pas soupçonné. Parce que lorsqu'on ose aller au-delà de ce qu'on pense qu'on est capable de faire, c'est là qu'on découvre un potentiel. C'est là qu'on a des surprises. Oui, tout le monde a eu peur quand on a commencé à faire du vélo, puis on a même délégué notre pouvoir au vélo. C'est grâce à lui si je réussis à rouler, puis c'est sa faute si j'arrive pas à rouler. Mais dans le fond, c'était à nous de prendre confiance en la vitesse pour être capable de rester debout. Ça dépendait que de nous. Dans la vie, c'est pareil. On a le choix d'y aller avec des doutes et d'avoir des résultats douteux ou de foncer à pleine face et d'aller chercher le bénéfice. Parce que une peur est précisément construite à partir d'un développement de potentiel. OK? Si ça nous fait peur, c'est que notre âme a envie d'y aller, mais que notre ego sait qu'il va mourir du jour où est-ce qu'on va y aller. Et c'est là que tout se joue. Parce que convaincre son ego de mourir, on s'entend qu'il ne mourra pas. Mais pour lui, il paralyse euh, et qui crée des choses qui n'auraient peut-être pas existé. Je l'ai vécu dans plusieurs situations. Quand je suis allée à 21 ans, j'étais mère célibataire célibataire, en tout cas, en écoutant le reste de l'histoire, tu vas comprendre. Dans le fond, à 21 ans, j'avais une fille d'un an dans les bras et je suis tombée enceinte d'un homme. Et à 17 semaines et demie de grossesse, je me suis rendu compte que cet homme-là était violent verbalement et il frôlait la violence physique. Et moi, j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais rester là. Donc, étant mère célibataire, je me disais, je peux pas avoir deux enfants pour, tu sais, j'avais deux, trois jobs pour essayer de subvenir aux besoins d'une fille. Et en même temps, je me disais, il n'est pas question que je donne un père comme ça à un enfant. Et j'ai décidé d'aller me faire avorter. Je savais que ça pressait dû au fait que j'étais très avancée dans ma grossesse. Par contre, ça allait contre mes valeurs, l'avortement. Et j'ai vraiment eu peur de ma réaction. J'ai vraiment eu peur de ma réaction et c'est là que j'ai pris conscience de qu'est-ce qu'on fait d'une situation et je me suis replongée dans mon choix. Oui, je pouvais donner vie à cet enfant-là. Oui, j'avais aucune idée de quelle vie j'allais lui donner et surtout de quelle vie j'allais donner à ma fille qui était déjà là, à moi qui était déjà en détresse émotionnelle avancée. Donc, pour moi, ce choix-là était indéniable. Par contre, j'avais très peur de ma réaction. Donc, ça a été pour moi le avant qui a été la peur parce qu'après, ça s'est super bien passé. Le pendant, ça s'est passé surprenamment. Donc, ça s'est très bien passé.
mais j'ai reconfirmé mon choix avant. D'autres choix qui sont beaucoup plus difficiles, je ne sais pas si tu as vu mon autre conférence que j'ai faite dernièrement de malade mental à entrepreneur, euh, mais lorsqu'on fait des choix dans l'appréhension du plus terrible des futurs et que tu t'emprisonnes dans la culpabilité, dans la honte, dans la peur d'un impact d'une parole ou d'un geste, c'est là que ça devient toxique et que la peur je vais vraiment dans la conférence que je te parle de malade mental entrepreneur, je raconte une aventure qui m'est arrivée. Donc, moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Vers l'âge de 5 ans, on a habité avec un homme, mon beau-père, dans le fond. Et je vais t'éviter les détails parce qu'on est ici pour parler de la peur. Mais tout ça a fait que, bon, à l'âge de 15 ans, ma mère et cet homme-là se sont séparés. Et à l'âge de 30 quelques années, je me suis retrouvée dans un lit avec cet homme-là. Et bien sûr, dans le geste, pour moi, c'était épouvantable qu'est-ce que j'avais fait pour les croyances sociales. Mais j'allais faire du mal à ma mère si elle savait ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant environ 5-6 ans? J'ai caché ça à ma mère. Donc, le geste comme tel, pour moi, n'était pas épouvantable. Il y avait une tonne de choses derrière ça. Il y avait de la curiosité, il y avait de vouloir absolument garder cette personne-là dans ma vie. Il y avait de la détresse émotionnelle terrible. C'était pour moi la seule personne encore qui pouvait m'apporter un réconfort émotionnel et j'ai tout fait pour la garder dans ma vie. Et pour moi, j'avais tellement peur de la perdre que finalement, ça a fait que je l'ai perdue. Pourquoi que je l'ai perdue? Parce que je me suis enfermée dans la culpabilité de mon acte. Donc, j'avais peur de le perdre et j'ai créé la perte. J'avais peur de anéantir ma mère et je me suis anéantie moi à la place. Mais qu'est-ce qui a été surprenant, c'est que pendant 5 à 6 ans, je me suis retenue de le dire à ma mère et un jour, après un kiss ovarien qui a éclaté, après un, un, une glande à laine que j'ai fallu que je me fasse opérer à froid tellement. Donc, tout mon système, mon ventre, j'avais tellement de honte et de culpabilité. Donc, tout mon système, là, chakra racine, on peut dire, là, qui était en train de manger une rince sincère. Donc, je me suis fait énormément de mal. Euh, eh bien, lorsque j'ai fini par le dire à ma mère, j'étais énormément dans la culpabilité et dans la peur de lui faire du mal, dans la peur et dans la honte de ce que j'avais fait. Donc, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait que ma mère a reçu cette peur et cette honte-là. Et bien sûr, elle est entrée en mode curiosité, comme nous sommes tous. Moi, je l'ai laissé avec ça, puis j'avais déjà beaucoup à gérer pour moi, puis on n'en a que très peu ou pas reparlé pendant plus de 10 ans. Ben, à vrai dire, pendant plus on est en 2020, donc pendant à peu près 12 ans, on n'en a pas reparlé. Mais cette année, ma mère a eu le courage. J'ai beaucoup d'admiration pour cette mère-là qui s'est donnée une fille des plus indépendante pour une mère qui avait le cœur à offrir OK. Elle dit, c'est assez, ça suffit. Elle dit, on se voit avant le 31 décembre, faut que ça se règle, j'en peux plus. Fait que là, moi, je savais pas de quoi qu'elle voulait parler. Et elle me dit, Chantal, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec son ex. Donc, tu me tu là? Ça fait 12 ans que tu te tortures avec ça, avec des images hypothétiques. Et là, tu me demandes de te dire la vérité, de te mettre les vraies images sur ça. Donc, j'avais encore plus peur de l'anéantir. Mais dans le fond,
lorsque je lui ai donné accès à cette Chantal-là, qui était en fait son enfant, de laquelle elle ne savait rien, parce que cette Chantal-là avait tellement peur que sa mère instable émotionnellement s'effondre de sous cette vérité-là. Elle avait tellement peur de l'achever, de donner son coup de mort, qu'elle qu'elle s'est qu'elle l'a protégée en refoulant toutes ses détresses émotionnelles, que ce soit quand je me suis fait agresser sexuellement, que ce soit quand je me faisais intimider à l'école, que ce soit lors de l'avortement, que ce soit tous les drames que j'ai vécus dans ma vie, je lui ai toujours caché ma souffrance émotionnelle parce que je voulais la protéger. Donc, j'avais peur, peur, peur de lui faire du mal. Quand on a une mère fragile, d'être une mère pour moi, j'ai découvert que le cœur d'une mère, c'est le cœur de Superman. C'est, c'est quelqu'un qui va pouvoir entendre les pires choses, voir la pire détresse et se sentir soulagé de pouvoir être là pour son enfant. Parce que j'ai réalisé que ma peur d'achever ma mère m'a fait beaucoup plus de mal qu'à moi qu'à elle. Parce que quand je lui ai enfin raconté toute l'histoire de ce qui s'est passé avec cet homme-là, j'ai vu ma mère être heureuse. Et cette histoire-là se dissoudre. L'histoire n'existait plus parce que je sais pas c'est quoi qui avait donné naissance, c'est quelle peur qui nourrissait, que ma mère nourrissait, peut-être la peur qu'il puisse m'avoir aimée, mais elle le savait parce que ça a été mon père affectif pendant 10 ans, pendant 45 ans. Euh, je sais pas, mais moi je sais que ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, c'était la peur que ma mère s'effondre. C'était ma peur de faire plus de mal encore à une des personnes que j'aimais le plus. Donc, on a tous à l'intérieur de nous un pouvoir de création. Et mon pouvoir de création a fait de ma mère un être vulnérable pendant 46 ans, 47 ans. Et juste parce que j'ai accepté de lui faire confiance et qu'elle a demandé à ce que je lui fasse confiance, la super Wonder Woman a pu émerger. Donc, permettre aux gens autour de nous de d'émerger en arrêtant d'avoir peur qu'ils ne soient pas capables, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, ne jamais sous-estimer l'amour. Parce que lorsqu'on fait quelque chose en accord avec son amour propre, notre amour propre, on ne peut pas faire de mal à personne. Et une mère, un père a un cœur qui vaut au-delà de ce qu'on peut imaginer comme capacité. Jamais on va nous demander d'aller au-delà de ce qu'on est capable de gérer. Tout ce qu'on va avoir l'occasion de faire, c'est découvrir la puissance d'un cœur, la puissance de l'amour. Et je te souhaite de toucher à cette puissance-là. Parce que on a tous à l'intérieur de nous un pouvoir divin de création. Par la peur, on peut créer beaucoup de malheur. Par la confiance,
on peut créer beaucoup de bonheur. Et c'est là que tout, tout repose. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre une peur sainement? Eh bien, premièrement, se demander qu'est-ce qu'on nourrit. Est-ce qu'on nourrit une peur de perdre ou une foi en la victoire? Est-ce qu'on nourrit une peur de mourir ou une confiance en la vie et le constat d'un être immortel par la conscience? Est-ce qu'on nourrit un manque d'amour ou le constat d'un être d'amour? Est-ce qu'on nourrit la mémoire des échecs ou le constat des acquis? Donc, on a toujours le choix de ce qu'on va nourrir à tous les jours. À la base, lorsqu'on a une peur, ce qui est important, c'est de conscientiser le besoin qui est derrière la peur. Le besoin qui est derrière la peur. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir agir de telle ou telle façon? Qu'est-ce qui nous fait qu'on a peur d'y aller? C'est parce que si on n'avait pas un besoin derrière cette peur-là, ben, on ne se casserait pas la tête. On changerait notre attention. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va se stimuler suffisamment pour nourrir la peur? Le besoin qui crée et stimule la peur. Donc, c'est de ramener le stimuli au présent. Je te donne un exemple. J'ai peur de manquer d'argent. OK? Donc, c'est une peur banale. Là. En tout cas, tu as peut-être des gens dans ton entourage. Non, c'est une blague. Je sais bien qu'on a tous goûté à ça. Donc, la peur de manquer d'argent, ce qui est important, comment est-ce qu'on peut ramener une peur comme ça dans le présent, tout simplement en se disant, présentement, là, est-ce qu'il me manque d'argent? Non, j'ai un toit au-dessus de moi, j'ai de la nourriture dans le frigidaire, j'ai de l'eau. Donc, mon besoin d'argent repose sur quoi? Mon besoin de me nourrir puis de me loger. Donc, capable de le faire. Qu'est-ce que j'ai fait pour être capable de le faire? On s'en fout. Je suis rendu là. J'ai présentement tout ce qu'il faut. Donc, de conscientiser que tu as déjà été capable de le faire. C'est comme les gens qui disent j'ai plus d'énergie, ils me siphonnent mon énergie, le monde me bouffe mon énergie. Avant qu'ils te bouffent ton énergie, est-ce que ils t'ont rempli d'énergie? Non, tu en avais si tu l'as donné. Comment tu as fait pour aller la chercher? C'est la même chose. C'est toutes des illusions et des ressentis corporels qui créent l'illusion d'un besoin, l'illusion du manque. L'illusion du manque est un ressenti corporel. Et ce qu'on va faire avec ce ressenti corporel-là va soit nourrir une peur ou développer un potentiel. Donc, vraiment, l'étape numéro 1, conscientiser le besoin qui crée et stimule la peur et ramener le stimuli de la peur dans le présent, donc présentement. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir t'incarner concrètement? C'est que si tu sors du passé et du futur et que tu te ramènes dans le présent, tu vas pouvoir conscientiser ton potentiel à répondre à tes besoins. Et c'est ça qui va faire que tu vas développer ce que les gens appellent la confiance en soi, l'estime de soi, peu importe. Donc, c'est notre aptitude à vivre dans le présent qui nous permet de conscientiser notre potentiel. Mais si on est toujours dans l'appréhension de je ne serai pas capable parce que je n'ai pas été capable, il n'y a rien qui existe et tu ne peux pas t'incarner dans le présent. Donc, vraiment, conscientisation dans le présent. Comment est-ce qu'on fait ça, se ramener dans le présent? Et parce que le hamster, il ne dira pas ah, OK, stop, être au présent, là, on va se mettre en pause. Non, souvent, ils sont une gang de hamsters et sont bien durs à arrêter. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour mettre ces hamsters-là sur pause? Eh bien, étape numéro 1, c'est très facile, il y a 3 choses. OK? Donc, étape numéro 1, respirer. OK? Respirer. Qu'est-ce que ça fait respirer? Ça nous
amène notre conscience dans le corps. On sort de la tête et on rentre dans le corps. Donc, on observe l'air rentrer dans le corps, notre bedaine se gonfler, nos poumons qui se gonflent. Donc, on amène la conscience dans le corps. Ça, c'est inévitable. Ça va nous ramener dans le présent. Ça va nous aider à sortir de la tête. Étape numéro 1. Étape numéro 2, se secouer. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va remettre notre corps au neutre et choisir en conscience de le faire. Et ça, ce qui est cocasse à propos de ça, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même te le conscientiser vite, parce que je suis sûre qu'il y en a dans l'assistance, dans les personnes qui sont là. Moi, la première, quand on était petit, qu'est-ce qu'on faisait quand on avait peur du noir, qu'on avait peur qu'il y ait un monstre en dessous du lit qui nous pogne les pieds? On faisait ça comme ça. Donc, si tu t'en souviens, ou du moins si tu le fais, tu vas t'en souvenir, qu'est-ce qu'on faisait? On se secouait. Et ça, c'était un réflexe inné qu'on avait, mais qu'on a aboli parce qu'on s'entend que je sais très bien que il y a des bonnes chances que vous ayez ri de moi quand je me suis secouée comme ça. Donc, c'est sûr que si je suis dans un milieu de travail ou en train de donner une conférence, je sais que j'ai l'air folle quand je me secoue comme ça. Mais qu'est-ce que ça a comme bienfait? C'est que là, je vais rentrer un petit peu scientifique, là, même si j'ai pas beaucoup de temps. Donc, on est de l'eau, OK? Et cette eau-là doit être mise au neutre. Je te donne l'exemple, quand tu sors dehors, tu peux le faire aujourd'hui, il fait assez frais pour ça. Tu sors dehors, tu vas avoir froid, tu vas avoir tendance à te crisper comme ça. Si tu restes de même, tu dis j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, il fait frais, oh, il fait frais, il fait frais. Et tu restes comme ça, tu restes toute crispée et le feeling le soir, ah, je vais aller me prendre une bonne bouffée d'air. Et on n'a même pas connaissance de la température qu'il fait parce qu'on est là dans un état de sérénité, de calme, de paix. On est là pour se remplir d'oxygène et on oublie de capter la température de l'air. Eh bien, tu feras l'expérience, tu le testeras. Quand on se secoue, on se remet au neutre. Donc, c'est comme ça pour la température de notre eau, mais c'est comme ça pour l'émotionnel aussi. Donc, si tu veux aller fouiller sur Internet les recherches du docteur Emoto, l'eau réagit aux mots, l'eau réagit aux sons, l'eau réagit aux images, aux couleurs. Donc, l'eau réagit à toutes les émotions. Donc, quand tu vis la peur, le stress, l'anxiété, l'insécurité, l'humiliation, toutes les émotions qui créent une crispation au niveau de ton corps, si tu ne trouves pas le moyen de te secouer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher une dilatation au niveau de ton fascia, comme par exemple le café, le chocolat, la drogue, le thé, la bière, le petit verre de vin rouge. Donc, dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est chercher une dilatation au niveau de notre fascia. Donc, soit tu récupères ton réflexe inné de te secouer pour mettre ton eau au neutre, ou tu restes dans ta peur. Donc, vraiment, respirer, se secouer. Donc, et tu laisses aller en te secouant. Donc, ça va remettre ton eau au neutre. Ça rentre ta conscience dans ton corps. Et le troisième geste, boire de l'eau. Ça peut avoir l'air banal, mais lorsque tu bois de l'eau, tu reprends confiance en la vie. Donc, quand tu bois un verre d'eau en conscience, tu dis à ton corps, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis capable de répondre à mes besoins vitaux. Et d'ingérer cette eau-là en conscience va amener un état de calme dans ton corps. Donc, je répète les trois choses clés quand on vit de l'insécurité, de la peur, de la détresse émotionnelle, peu importe. Ensuite de ça, ben, ce que tu vas faire, tu vas confirmer ton choix de répondre à ton besoin. Donc, tu as conscientisé le besoin qui a stimulé la peur. Ben maintenant, tu vas confirmer ton choix de répondre à ton besoin et tu vas conscientiser les talents que tu as, les aptitudes que tu as, ou
tu vas faire le choix d'aller les acquérir. Et souvent, le besoin, c'est juste, j'ai envie de me sentir bien. Mais des fois, tu demandes au monde, qu'est-ce qui te fait sentir bien? Je sais pas. Il y a un problème, OK? Donc, agir en fonction de son réel besoin. Donc, la peur est basée sur un besoin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas conscientiser ton potentiel à amener, à répondre à ton besoin. C'est quoi ton besoin? De me sentir bien. C'est plus de me sentir pogné. Ben, les 3 premiers items vont t'aider à te sentir bien dans ton corps. Maintenant, est-ce que tu vas vouloir rester dans cet état-là? Ben, tu vas trouver un moyen d'aller vers qu'est-ce qui te fait sentir bien. Et il y en a que ça va être chanter, dessiner, faire du bricolage, mais dans le fond, tu vas vivre au présent et tu vas accéder à ta créativité, tu vas accéder à ce qui te nourrit vibratoirement et tu vas arrêter de nourrir un futur hypothétique négatif. Et bien sûr, je reviens sur l'importance de conscientiser que le paradoxe associé à la peur, c'est que se sentir bien amène silence, calme, paix. C'est comme une fréquence paisible. C'est comme si, quand tu embarques dans de l'eau, dans un bain, si la température de l'eau est exactement à ta température, est-ce que tu vas sentir l'eau? Non. Eh bien, c'est ça l'amour. Quand tu redeviens amour, tu embarques dans un bain qui est exactement à ta fréquence. Eh bien, c'est souvent le chaud et le froid qui va te permettre de toucher à cet amour-là, sinon tu le verras pas, tu le sentiras pas, tu y goûteras pas. Donc, c'est tout le manque de ressenti corporel associé au bien-être crée l'illusion que tant que je vais mal, j'existe. Tant que je vais mal, je suis en vie. Et je te souhaite de faire un choix conscient de te sentir vivant et vivante par autre chose que la souffrance, la douleur, la maladie, l'inconfort. Donc, je vais conclure avec l'importance de la conscience. Malheureusement, malgré tous les efforts que la société, que les médias, que la télé, que la radio a mis à déployer un réflexe d'imaginer le pire en avant de nous, tu as toujours le choix de nourrir ce qu'il y a de plus extraordinaire en avant de toi, d'y croire et de l'habiter, comme tu l'as fait par toutes tes créations de malheur si tu en as créé. Donc, je te souhaite de nourrir une nouvelle création pour ce nouveau monde-là qu'on est en train de créer, celui d'un monde où ce que la vie peut être facile, où est-ce que la vie peut être simple, agréable, où est-ce que la souffrance est plus nécessaire pour se sentir vivant, où est-ce que on choisit de percevoir l'amour, même si ça goûte pas le gros gâteau au chocolat qu'on aime tant. Donc, je te rassure, lorsqu'on laisse tomber le sensoriel, on découvre qu'on peut ressentir avec plein d'autres corps des fréquences d'amour qui sont tellement subtiles que lorsqu'on s'arrête au sensoriel, on ne peut pas goûter à ces fréquences d'amour-là. Et je te souhaite de, de faire le choix d'aller vers une subtilité de fréquence pour pouvoir goûter à cet amour-là, de pouvoir, par ta conscience, aller ressentir l'amour qu'il y a dans l'invisible. Et si tu as besoin d'aide, ben, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, en conclusion, je prends une dernière petite minute. Donc, si tu as besoin d'aide pour apprivoiser la peur, pour apprivoiser ton potentiel, pour peu importe, je suis là. Donc, je fais de la consultation privée en présentiel, donc à mon local à Charny ou en ligne. Et si jamais ma face ne te revient pas ou je sais pas, ma façon de faire ne te revient pas, tu peux aller sur la plateforme des partenaires santé mieux-être. Donc, présentement, on est 8 praticiens. Il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter. Donc, santé, trait d'union, mieux-être, pas de trait d'union,
.com et tu vas arriver sur cette plateforme-là et tu vas pouvoir explorer par problématique. Donc, si tu vis de la peur, des douleurs, de l'insécurité, peu importe ta problématique, sur la plateforme des partenaires en santé et mieux-être, tu peux découvrir des personnes qui peuvent t'aider, mais en fonction de ta problématique. Donc, si tu n'y connais rien en mieux-être, tu connais pas c'est quoi une guide ou une ci ou une ça, parce qu'on a tous des noms fuckés, des titres fuckés, ben, cette plateforme-là est faite que tu cherches en fonction de ton problème et non pas de la ressource, parce que tu ne les connais pas, les ressources. Donc, va sur cette plateforme-là, tu vas pouvoir fouiner en fonction de ta problématique et trouver des ressources, que ce soit pour des soins corporels, la démystification ou quoi que ce soit là, qui peut te venir en aide pour cheminer, pour t'aider à te connaître, t'aider à découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière tes peurs et à te donner les couilles d'aller voir derrière ces peurs-là. Alors, j'espère que ma conférence t'a plu. Si tu as des commentaires, des questions, tu peux les mettre dans les commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. S'il y a quoi que ce soit, tu peux me contacter par courriel, prendre rendez-vous via mon Go rendez-vous pour une consultation. Ça va me faire vraiment plaisir de t'aider et je te souhaite d'apprivoiser la peur dans la paix. Bye bye. À la prochaine.